Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal du dimanche 27 mai. Tentative d'évasion et prise d'otage de 3 surveillants à la prison de Fresnes. L'un d'entre eux a été libéré. Un hélicoptère a lâché à l'intérieur de l'enceinte des armes et des gilets pare-balles. Psychose en Israël. 2 nouveaux attentats à la voiture piégée à Jérusalem quelques heures avant l'arrivée de l'émissaire américain au Proche-Orient qui a rencontré aujourd'hui successivement Yasser Arafat et Ariel Sharon. Tous les espoirs se tournent vers Amélie Mauresmo, favorite des internationaux de Roland-Garros. Le tournoi débute demain. Les spectateurs pourront admirer Amélie dans l'après-midi. Les Jeux du cirque, thème du nouveau spectacle du Puy du Fou, quand Bénur et Spartacus risquent leur vie chez les Chouans. Prison de Fresnes, en début d'après-midi, 2 détenus fichés au grand banditisme tentent de se faire la belle. Un hélicoptère dont la femme pilote a été prise en otage par les complices leur largue des armes et des gilets pare-balles. Les 2 prisonniers retiennent 3 surveillants. L'un d'entre eux a été relâché, un autre gardien a été grièvement blessé. Des négociations sont toujours en cours entre les policiers sur place et les preneurs d'otages. Nous faisons le point avec Olivier Caroff et Guillaume Fautra. Un appareil en vol stationnaire au-dessus de la prison de Fresnes, puis très vite des coups de feu. Le riverain qui a pris ces images a compris, tentative d'évasion. Depuis l'hélicoptère, on a lancé un filin. 2 détenus sont censés s'y accrocher. La tentative échoue. Témoin direct, une jeune fille a tout vu. Elle raconte mais veut rester anonyme. Manifestement, les complices avaient tout prévu à bord de l'hélicoptère. Il a balancé 2 sacs, dont un qui arrivait carrément à côté et un autre qui arrivait sur les deux prisonniers. Et dans le sac, en fait, ils ont sorti 2 gilets pare-balles qu'ils ont revêtus et ils ont pris des armes. Ils ont commencé à faire feu sur les surveillants. Donc après, ils sont descendus. Au début, on a cru qu'ils avaient été appréhendés, jusqu'à ce qu'on voit en fait 3 surveillants suivre les preneurs d'otages qui avaient les armes à la main à l'intérieur de la prison. Dans la fusillade, un autre gardien est blessé. L'hélicoptère, lui, atterrira quelques minutes plus tard dans ce stade, près de la prison. Les complices libèrent le pilote, une monitrice qu'ils avaient prise en otage. Le commando était lourdement armé et bien organisé. Les gars sont sortis de l'hélicoptère, ils ont regardé la tribune et puis ils sont partis directement par l'entrée. Bon, a priori, il y avait une voiture qui les attendait. Dans la prison de Fresnes, toutes sortes de renforts médicaux, policiers arrivent. La direction des opérations est confiée à une équipe du RAID. Une équipe qui va se retrouver quelques instants face à face avec les 2 détenus et les 3 gardiens pris en otage. Dans la confusion, l'un des gardiens parvient à s'échapper. À l'extérieur, on ignore encore cette bonne nouvelle. Parmi les curieux, les badauds, des syndicalistes qui déjà dénoncent le manque de moyens. Nous n'avons cessé d'alerter nos autorités depuis des semaines et des semaines sur l'insécurité grandissante dans les prisons, face aux agressions dont les personnels subissaient. Il y a une demi-heure, des renforts de police supplémentaires sont arrivés. Le dispositif semble s'installer dans la durée pour une prise d'otage sans précédent en milieu carcéral. Alors, Yasmina Farber, vous êtes sur place à Fresnes. Où en est-on en ce moment? Et y a-t-il toujours des otages? Apparemment, l'affaire n'est pas terminée, non? Bien sûr, il y a toujours 2 surveillants pris en otage par ces 2 détenus. Tout cela se passe dans l'aile centrale de la prison. C'est une division assez spéciale. C'est une division qui est réservée aux longues peines qui attendent leur affectation. Alors on en sait un petit peu plus sur le profil de ces 2 détenus. L'un d'eux est condamné à 15 ans de prison, l'autre à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 30 ans. Il est là pour braquage, pour prise d'otage et pour homicide, autant dire que c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à perdre. Évidemment, les moyens sont très nombreux ici sur le terrain, des camions du RAID, des camions de CRS, et ce sont les hommes du RAID qui sont chargés de cette longue négociation. Mais selon les psychologues du RAID, apparemment, et les détenus et les gardiens sont pour l'instant très calmes. Merci Yasmina. Donc de prochaines informations bien sûr dans notre prochain journal vers minuit 30. Pour les retours de ce long week-end de l'Ascension, Bison Futé avait vu rouge, ce qui n'était pas mal vu. Dans la vallée du Rhône, la circulation était nettement difficile en milieu d'après-midi et en début de soirée, c'est la région parisienne qui devrait connaître le même sort. Alors le point en Rhône-Alpes, Guy Duay-Guyot, Jean-Claude Martin.
Soleil, canicule et bien évidemment bouchons et ralentissements. Avec 4 jours de week-end prolongés, il était impensable de rouler seul sur l'autoroute du Soleil. Entre Bolène et Valence, ça fait à peu près un cumul de 30 km de bouchons. Là, hein. Le créneau le plus dur étant 17-22 heures à peu près. Hein. Coup de téléphone incessant pour le centre d'information routière. Les automobilistes calculent leur départ, tentent d'échapper aux bouchons. Ce sera difficile. C'est normal quand on part un week-end de 4 jours d'essayer de vouloir profiter d'un maximum de ce week-end. Donc les gens vont partir tard ce soir. Ceux qui ont la chance de partir ce matin ont pu rouler à peu près normalement. Maintenant, il faut s'attendre à ce que la soirée soit difficile. Alors en attendant d'arriver, quoi de mieux qu'une pause en famille, les doigts de pied en éventail. Les bouchons, c'est de toute façon le prix à payer pour pouvoir s'évader. Même s'il y a du monde, on est très content de partir en vacances parce que ça fait du bien de quitter Paris. Donc, On s'attendait à ce que ça soit plus calme, que ça soit plus chargé pour ce soir. On laissait ça aux autres, mais bon, on y a droit. Hein. Ils devraient nous donner plus de temps, plus de grands week-ends pour que ce soit plus espacé les retours. Avec encore 30 km de ralentissement autour de l'Oriol et de Montélimar, les responsables de la circulation routière s'attendent à un trafic chargé aux portes de Paris jusqu'à au moins minuit. Et puis des soucis pour les voyageurs de la SNCF du Pays Basque. Plusieurs trains ont été bloqués à Saint-Jean-de-Luz à la suite de la rupture de caténaire. Le trafic dans le sens Hendaye-Bordeaux a été rétabli vers 17 h. Dans l'autre sens, il faudra être plus patient pour un rétablissement complet de la circulation. Mobilisation contre la venue en Europe du gourou de la secte Élan Vital, une secte épinglée dans le rapport de l'Assemblée nationale. Le gourou débute sa tournée de conférences à Versailles. D'anciens adeptes commencent à dénoncer ses méthodes commerciales. Reportage Anne Guéry, Jean-Paul Miotto et Maya Elusni. De toute évidence, l'homme ne goûte pas la mauvaise publicité. Arrivée furtive en Mercedes aux vitres teintées, impossible de l'apercevoir, encore moins de le rencontrer. C'est qu'en France, pour les autorités, celui qu'on appelle Maharaji n'est autre que le gourou d'une secte. 1 millier d'adeptes dans l'Hexagone qui se disent sympathisants d'un vénérable maître de méditation et en toute liberté. Quelque chose de complètement ouvert, complètement transparent. Les gens peuvent venir, partir. S'ils sont intéressés, ils viennent. S'ils ne sont pas intéressés, ils s'en vont. C'est complètement libre. Libre, peut-être pas tant que ça. Au moment où nous interrogeons une adepte sur le côté sectaire d'Élan Vital, voici ce qui se passe. Ils disent que c'est une secte, vous en pensez quoi? Tout est une secte. Un geste de main et c'est terminé. Seule cette femme en rouge semble être autorisée, habilitée à parler de la secte. d'une manière groupée, on considère ça comme une secte. Arrivé cet après-midi des États-Unis, le gourou a parlé 1 heure, puis s'en est allé. Qu'importe, dans le hall, les disciples se ruent pour acheter sa photo, les cassettes de ses conférences et ses livres. Du business, disent des anciens adeptes, du business très lucratif car en plus, chaque disciple est invité à faire un don. Contribution minimale proposée dans le carton d'invitation, 600, 750 francs ou 1200 francs. De quoi enrichir le gourou selon cet ancien adepte qui a quitté la secte il y a 3 ans. Le gourou est fabuleusement riche et qu'il n'avait pas un rond il y a 30 ans. Alors d'où vient tout cet argent? Il a un yacht de 7 millions de dollars, il a un avion de 40 millions de dollars, il a des flottes de voitures qui coûtent plus d'1 million de pièces, mais il en a des quantités sur tous les continents. Et tout ça, c'est entretenu par les dons qu'il reçoit. Des dons qui échappent à tout contrôle du fisc. Peut-être pas pour très longtemps. Pour la première fois, l'administration fiscale française s'intéresse aux comptes de la secte Élan Vital. À la suite d'une nouvelle agression dans le centre équestre de Barcelonnette, dans les Hautes-Alpes, un homme a été blessé et interpellé. Il pourrait être l'auteur de 2 autres actions du même genre qui ont fait un mort et un blessé grave. Connaissez-vous le pot belge? Eh bien, c'est un cocktail d'amphétamine, d'héroïne, de caféine et autres substances interdites qui était offerte à des cyclistes amateurs. Et il y a eu des victimes. Demain, 40 personnes vont comparaître à Poitiers devant le tribunal correctionnel pour ce nouveau procès du dopage. François Privat et Philippe Ritten. Dans le milieu du cyclisme, on l'appelle pot belge ou pot du fou, ou plus simplement le pot. Un liquide incolore composé d'amphétamine et de divers antalgiques. Mais les analyses toxicologiques de certaines doses en provenance de Pologne ont mis en évidence la présence de cocaïne et d'héroïne. Pour les médecins, ce cocktail, injecté en intraveineuse, est particulièrement dangereux. À chaque fois qu'un cycliste utilise le pot belge pour une course, il s'injecte 1/3 de la dose mortelle.
Il suffirait que l'un d'entre eux ait des problèmes rénaux ou hépatiques, problèmes d'élimination, et s'approcherait donc très fortement du décès, de la possibilité de décès par arrêt cardiaque. L'affaire éclate en juillet 98, dans la foulée du scandale Festina sur le Tour de France. Pendant plus d'un an, les gendarmes de Poitiers vont enquêter et mettre à jour 2 filières d'importation de peau belge. L'une à partir de la Belgique, l'autre en provenance de Pologne. La plus importante, le produit passe les frontières dans de simples bouteilles d'eau minérale. 42 personnes sont finalement mises en examen. Des pourvoyeurs, des revendeurs, des consommateurs, des dirigeants, des coureurs, ex-professionnels ou amateurs. Christian Ossowski était de ceux-là. Cet ancien amateur de haut niveau est décédé en janvier 2000. Il avait choisi de témoigner pour, disait-il, éviter à de jeunes coureurs de devenir tout simplement toxicomanes. Le coureur, lui, il en prend par exemple pour courir à chaque course. Mais comme s'il court souvent, c'est pareil. Il devient toxico aussi. Hein. Donc, et vous en preniez même quand vous ne couriez pas? Après, oui, j'ai arrêté de courir et puis je continue à en prendre. Dans la mesure où moi j'en avais. Bon, c'était devenu une habitude. C'est comme celui qui prend son pastis, par exemple. Dans sa lutte contre le dopage, Marie-Georges Buffet n'hésite pas à dire que le procès de Poitiers, premier du genre pour le cyclisme amateur, restera une référence. Ce procès nous rappelle cette réalité. Et donc c'est un appel à faire encore plus de prévention, d'éducation. Il faut alerter beaucoup plus tôt les jeunes sportifs, les jeunes sportives des dangers de se placer en fait en dépendance. C'est ça qu'il faut leur dire, ils perdent leur liberté en se dopant. Hein. Les enquêteurs ont saisi 1600 doses de peau belge comme celle-ci. Valeur totale estimée, plus d'1 600 000 francs. Les 41 prévenus, du simple consommateur au trafiquant, risquent de 2 à 10 ans d'emprisonnement. À l'étranger, nuit d'émeutes raciales en Grande-Bretagne à Oldham, près de Manchester. Les affrontements ont opposé des groupes rivaux, blancs contre jeunes originaires du sous-continent indien. 20 policiers et plusieurs civils ont été blessés. Il y a eu 17 arrestations. Le calme était revenu ce dimanche. Et puis au Proche-Orient, la violence n'en finit pas. Pour la 2e fois en quelques heures, une voiture piégée a explosé à Jérusalem, faisant 2 blessés. L'émissaire américain qui tente de désamorcer la violence a rencontré ce matin Yasser Arafat et cet après-midi Ariel Sharon. Un seul discours, il faut que la tension diminue d'un côté comme de l'autre. Agnès Varamian. Des visages fermés, anxieux après cette nuit blanche. Tard hier soir, tôt ce matin, 2 déflagrations en plein centre-ville, tout près de l'artère principale de Jérusalem-Ouest. Placés dans le 2e véhicule piégé, des obus de mortier. Ils ont explosé à quelques minutes d'intervalle. On n'a pas le temps de se remettre d'un attentat qu'il y en a déjà un autre. Nous sommes vraiment désemparés, sans sécurité. Il n'y a rien à faire. Les Arabes, il faut leur taper dessus. Il faut qu'ils baissent la tête. Ils ne comprennent que les coups. Hier soir, le Front populaire de libération de la Palestine frappait au cœur d'un quartier très animé. Ce matin, c'était le djihad islamique. Les Israéliens découvrent que leur armée, leur police, ne peuvent rien contre le terrorisme. La rue demande que l'on ferme à tout Palestinien, à tout Arabe, l'accès à Jérusalem-Ouest. Notre police ne peut plus rentrer dans les villages palestiniens pour y mettre de l'ordre. Voilà pourquoi ça arrive. C'est quoi votre solution? Tuer 1,5 million d'Arabes? Les jeter à la mer? Non, mais il ne faut plus qu'ils viennent chez nous. Pour parvenir à la fin des violences, les Américains ont envoyé un nouvel émissaire. Il doit d'abord éviter une riposte d'Israël. Côté palestinien, le Fatah, parti de Yasser Arafat, attend un geste pour agir sur les poseurs de bombes. Les Israéliens doivent d'abord arrêter toute agression contre les Palestiniens, contre les civils. Et seulement après cela, nous pourrons faire pression sur les groupes qui commettent ces actes. Dans l'après-midi, loin de l'agitation diplomatique, Jérusalem s'est vidée. Demain est ici un jour férié. Les Israéliens affirment toujours respecter un cessez-le-feu, une supercherie pour les Palestiniens après les incursions et les tirs de l'armée à Gaza. Des Palestiniens qui, avec la terreur urbaine, poursuivent une guerre d'usure contre Israël. Alors, dans ce contexte délicat, le président libanais Émile Laoud vient à Paris demain et mardi pour plaider la cause de son pays, affaibli par le regain de tensions au Proche-Orient et aussi les difficultés économiques. 1 an après le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban, la situation est loin d'être normalisée dans cette région. Maryse Burgot, Jean-François Renaud. On lui prête l'aura et le charisme des grands vainqueurs. Hassan Nasrallah dirige le Hezbollah, parti islamiste libanais.
Ce soir à Beyrouth, il fête devant un public subjugué le premier anniversaire de sa victoire contre Israël et encourage au passage les Palestiniens qui, dit-il, vaincront eux aussi. À 2 heures de route de là, au sud Liban, à la frontière avec l'État hébreu, les activistes du parti fêtent aussi l'événement et les slogans contre le voisin vaincu sont les mêmes. Le char en flammes symbolise l'humiliante retraite des troupes israéliennes il y a 1 an. Depuis, la région s'est teintée de jaune, la couleur de ceux qui ont résisté à l'occupant. Ici à la frontière, c'est Hezbollah qui contrôle. Et c'est normal. Ils sont le symbole de la liberté, le symbole de notre combat. Mais derrière la liesse organisée, il y a l'autre visage du sud Liban. Une région aujourd'hui sinistrée et qui se dépeuple. 1 an après le départ des Israéliens, le village chrétien de Kleya a perdu la moitié de ses habitants. Cette famille compte 2 hommes en prison pour collaboration avec l'occupant et il n'y a plus aucun revenu depuis qu'il n'est plus possible de commercer avec le riche voisin hébreu. On aurait aimé que le gouvernement libanais se tourne vers nous. Or, il nous a abandonnés. Ça fait 1 an qu'on nous promet que la situation va s'améliorer, mais on n'a encore rien vu. Moi, j'ai 2 fils en prison. Ils étaient toute ma vie. Ils ont été condamnés injustement et sans pitié. Et pour ajouter au désarroi, il y a ces 130 000 mines antipersonnelles laissées par Israël. Il faudra au moins 4 ans à ces casques bleus pour en venir à bout. Toujours à l'étranger, le président algérien Bouteflika annonce des sanctions contre les responsables des émeutes qui secouent la Kabylie depuis plus d'1 mois. Émeutes qui ont fait 51 morts, 1300 blessés, selon un bilan officiel rendu public. En France, c'est demain lundi que Lionel Jospin va dévoiler son projet sur l'avenir de l'Europe, une contribution au débat européen qui intervient en plein remous de la majorité plurielle. Le Parti communiste n'apprécie pas le projet de loi sur la modernisation sociale, dont le vote est prévu mardi. La semaine s'annonce difficile pour le Premier ministre. Alexandre Carra. Après un dîner de la majorité plurielle un peu indigeste, Lionel Jospin a profité du week-end pour aller naviguer en Bretagne. Un répit de courte durée, puisque la semaine qui vient s'annonce plutôt difficile. Premier écueil, lundi. Un grand discours sur l'Europe, 1 an après Jacques Chirac et quelques semaines après Gerhard Schröder. Le Premier ministre dévoilera sa vision de l'Union. Un discours d'autant plus attendu qu'il a été repoussé à plusieurs reprises. Pour mardi, avis de tempête. L'issue du vote sur la loi de modernisation sociale est plus qu'indécise. Les Verts devraient s'abstenir alors que les communistes n'ont toujours rien décidé. Pour le PC, préserver l'unité de la majorité n'est pas la priorité. Pour le moment, ce sont les emplois des salariés qui volent en éclats. Il ne s'agit pas de majorité plurielle, de combinaison politicienne, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de prendre en compte une situation qui s'est dégradée en quelques semaines dans le pays, une situation qui j'estime est grave. Le même jour, le groupe socialiste à l'Assemblée devrait proposer un projet de loi pour réformer l'immunité présidentielle. Objectif, neutraliser le turbulent Arnaud Montebourg, dont l'initiative pour traduire Jacques Chirac devant la haute cour gêne la cohabitation. L'occasion pour Lionel Jospin de reprendre la main et peut-être même de diviser la droite. Parce que moi je ne vois pas le président de la République comme étant au-dessus des lois. Je conçois qu'on le protège d'attaques politiques utilitaires, de pièges. Et pour autant, à mes yeux, dans une démocratie du XXIe siècle, le président de la République ne peut pas être au-dessus des lois. En tout cas, une semaine décisive pour Lionel Jospin, alors que celui-ci fait monter le suspense sur sa candidature à la présidentielle. Il déclarait ce week-end au Figaro Magazine n'avoir pour l'heure comme seule priorité que son travail de Premier ministre. 20 ans après le premier TGV Paris-Lyon, on attend dans 2 semaines le TGV Méditerranée, Paris-Marseille en 3 heures. Hier, en hors d'œuvre, le record d'endurance a été battu, 3h29 entre Calais et la cité phocéenne. Très grande vitesse, rapprochement des métropoles européennes, c'est le pari annoncé de la SNCF. Stéphane Despinois. Pas de répit pour la rame DC 531 aujourd'hui. L'exploit à peine réalisé, elle a été auscultée de tous côtés. Contrôle du pantographe, inspection du dessous de caisse. À 350 km/h, la projection de ballast est un peu inévitable. Bon, à ces vitesses-là, avec ce genre de performance, ça peut arriver. C'est de la tôle, c'est un carénage, c'est rien.
faut continuer de s'arracher, c'est tout. D'où le but de la visite de ce matin, vous voyez, il y a toujours un petit truc. Les 1000 km entre Calais et Marseille ont permis d'effectuer toute une série de mesures grâce aux instruments placés dans la première voiture du TGV. Les techniciens ont non seulement surveillé la résistance du train au vent latéral, c'est essentiel dans une région habituée au Mistral, mais aussi la qualité du captage au niveau de la caténaire. On a regardé un peu le comportement électrique de la rame. C'est-à-dire qu'en fait, on a regardé de la prise d'information au pantographe jusqu'à les blocs moteurs, de savoir comment ils se comportaient électriquement. Ça, je dirais, c'est sur cette partie-là, sur le poste. Sur la partie à côté, on a regardé l'échauffement, les échauffements au niveau des parties mécaniques de la rame. La prouesse technologique d'hier dévoile la nouvelle carte du réseau TGV. Pour la première fois, le nord et le sud vont être reliés de bout en bout à grande vitesse. Et cela intéresse aussi nos voisins européens. Dès le 10 juin, Genève sera à 3h30 de Marseille, Bruxelles à 5h20 de la Canebière contre 7h30 actuellement. Et ce n'est pas fini, le réseau TGV devrait encore s'étoffer. D'ici quelques années, des villes aussi différentes que Barcelone en 2006, Francfort en 2005 et Amsterdam en 2006 seront reliées à grande vitesse à Marseille et à Montpellier. C'est une petite révolution, c'est vraiment l'Europe de la grande vitesse qui est en train de naître. À ce tableau, il faut ajouter le TGV Est. Il devrait entrer en service en 2006. La nouvelle ligne du TGV Méditerranée a été l'occasion de nombreuses innovations technologiques, construction, sécurité, informatique. Les voyageurs n'en auront pas forcément conscience, mais cela leur permettra d'arriver à bon port de plus en plus vite. Romuald Bonan, Daniel Lévy. À 300 km/h, les passagers du TGV Méditerranée ne les verront jamais. Et pourtant, ces agents de la SNCF assurent une mission aussi vitale qu'inattendue pour la sécurité des voyageurs. C'est la surveillance des tremblements de terre. Tous les 10 km, 24 détecteurs comme celui-ci ont été installés le long de la voie. Le but, être prêt à la moindre secousse. Les seuils ont été définis de façon à ce qu'en un point quelconque de la voie pour une magnitude 4, il y ait ralentissement des trains, et en un point quelconque de la voie pour une magnitude 5, il y ait arrêt total du trafic. Grâce à ces informations, il ne faudrait que 10 secondes pour donner l'ordre à un conducteur d'arrêter son train sur l'un des 1100 itinéraires gérés ici. Dans ce bunker, le plus grand centre informatique ferroviaire d'Europe, la circulation et les risques naturels ou accidentels sont pris en compte. Inondations, vent, incendie à bord d'une rame, chute de véhicules sur la voie ou encore alerte chimique à proximité de la centrale nucléaire du Tricastin où une voie de décontamination a même été prévue. Tunnels, viaducs, ponts, en moyenne un ouvrage d'art tous les 2 km a été construit sur le parcours, un véritable travail d'orfèvre. Je rappelle que c'est 250 km de ligne qui viennent d'être réalisés. Donc les terrassements ont été réalisés au centimètre près, de façon à pouvoir poser la voie au millimètre près. C'est aussi la première fois que des TGV seront amenés à se croiser dans des tunnels à 300 km/h. Des essais en soufflerie ont permis de mettre au point des systèmes d'aération pour éviter l'effet de pompe à vélo, c'est-à-dire que l'air situé dans le tunnel ne soit trop comprimé par les deux trains arrivant en sens opposé et n'expulse violemment les rames. Il a aussi fallu réduire à néant un autre risque, ce que l'on appelle la liquéfaction du ballast, ce remblai de pierre situé sous la voie. Le risque de liquéfaction du ballast est lié au mini-séisme que provoque le TGV en passant, par la vibration créée par le mouvement de ces essieux qui cognent sur la voie, donc d'effondrement du ballast. Mais le tracé n'a pas que des inconvénients. Son atout, le relief dans le sud de la vallée du Rhône. Beaucoup de descentes où le TGV pourra emmagasiner de l'énergie et la transformer en électricité, de l'électricité utilisée ensuite pour les montées, de quoi faire de sérieuses économies. À partir de mercredi, vous pourrez voir sur les écrans de télévision et de cinéma un clip pour attirer votre attention sur une maladie terrible, la sclérose en plaques, qui touche 600 000 personnes en France. Des dons pourront être versés pour la recherche contre ce véritable fléau. Et puis, parmi les personnes atteintes de sclérose en plaques, une comédienne, Marie Dubois, vous venez de la voir, se bat courageusement pour elle-même, mais surtout pour les autres, et pour que tout le monde connaisse cette maladie. Voyez le reportage de Florent Muller et de Christian Autin.
Je suis blonde, je mesure 1m65 et j'ai les yeux bleus. Un minois de poupée enrubanné d'une voix chaude et grave à la fois. Marie Dubois était alors une star, mais déjà elle savait. Elle savait que la vie lui avait réservé un autre rôle. À 23 ans, son visage naissait sur les écrans. Quelques mois plus tard, la sclérose en plaques allait à son tour se faire connaître. Mais elle voulait l'ignorer. J'en ai pas parlé, j'ai complètement occulté parce qu'on m'aurait dit vous risquez d'avoir des poussées qui arrivent n'importe comment, sans crier gare. Et moi, à ce moment-là, je me foutais en l'air parce que comme ça me dit c'était ma passion, heureusement que j'ai occulté cette maladie. Imaginez un groupe de jeunes filles la nuit dans une barque. Il faut alors croquer le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Des monceaux d'or. Où dois-je mettre l'or? Partout. À leurs cous, à leurs bras, à leurs chevilles. Pendant près de 20 ans, Marie parviendra à escroquer le désespoir. La maladie attendra son heure, elle viendra peu à peu. Tiens, vous le militaire, puisque vous êtes là. Allez, Claire. J'ai complètement perdu la mémoire. Alors là, ça a été très dur parce que j'avais une pièce que je devais jouer avec une amie et on avait répété pendant un mois autour de la table, enfin les attentions, tout, enfin on était bien en point, on était contents. Et puis on s'est levé, on a lâché le texte et rien n'est venu. Soutenue par un psychiatre, il lui a fallu faire il y a 8 ans le deuil de son métier. Malgré sa grande fatigue, elle se rend au théâtre dès qu'elle le peut, mais désormais en spectatrice. Et pour la première fois, mon nom générique! Quand je vais voir mes copains au théâtre, il y a des moments où je me dis, oh là, j'aimerais bien être là, ou quand je monte sur le plateau pour leur dire bravo, je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est bien. Et lorsqu'on lui propose de retrouver le cadre de sa vie pour une campagne en faveur de la recherche sur la sclérose en plaques réalisée par Alain Corneau, c'est oui, sans hésiter. Voilà, bravo. Ici c'est Marie, on peut rien refuser à Marie Dubois. Voilà, j'ai eu la chance de tourner avec elle une fois, et que c'est un merveilleux souvenir. À 64 ans, malgré ses séances chez le kiné, Marie est aujourd'hui condamnée à la lenteur. 150 mètres de marche, pas plus, 2h30 pour faire sa toilette. La réponse à la sclérose en plaques, elle, relève de l'urgence, car cette maladie demeure bien mystérieuse. Trouver un médicament sans savoir quelle est la cause de la maladie, j'avoue que c'est quand même relativement difficile. Mais ça tant qu'on ne l'aura pas trouvé, là vraiment les gens travaillent beaucoup, mais ils se donnent à fond. Moi je t'aime parce que tu n'es pas comme les autres. Marie Dubois. François Truffaut l'avait rebaptisée ainsi parce que c'était simple, naturel et joli. Parce qu'elle est tout cela à la fois, malgré la maladie. Strasbourg fête sa Coupe de France. Après sa victoire hier soir contre Amiens, à la fois déçu mais heureux d'être passé par ailleurs en deuxième division. À Strasbourg, le héros, c'est le gardien Chilavert, vous le voyez, qui a arrêté un tir au but avant d'inscrire la frappe décisive. Strasbourg jouera donc l'an prochain la Coupe d'Europe de l'UEFA. Allons donc à Strasbourg rejoindre la foule qui a accueilli les footballeurs avec coupe donc, histoire de ne pas trop leur en vouloir d'être redescendus en D2 dans le championnat. Christine Boss, Patrick Schumacher. Reconnaissant les supporters du Racing Club de Strasbourg, même s'ils n'étaient que 3-4 000 à célébrer cet après-midi l'arrivée de la Coupe de France au stade de la Méno. Un rêve qu'ils sont venus toucher du doigt. Ça fait partie des rêves quand on est gamin, quand on regarde ces matchs-là à la télé. On rêve tous de brandir une Coupe de France et aujourd'hui on le vit vraiment en réel. Un à un, les joueurs ont mis le feu au stade et à l'applaudimètre, c'est... Qui l'emporte, c'est normal, c'était bien lui, le héros de la soirée. Mais pour tous les joueurs, l'instant est exceptionnel. C'est un moment unique dans ma carrière, je veux dire. Ce jour-là, je pense que j'arriverai jamais à l'oublier. Parce que gagner Coupe de France, ça arrive jamais. C'est pas donné à tout le monde. Une victoire malgré tout en demi-teinte, car elle n'occulte pas la dure réalité de la relégation en deuxième division. La saison a été noire, elle se termine par une descente. C'est jamais bon, mais bon, quand on arrive, je dirais non pas à la sauver, mais à la terminer de cette manière-là, c'est quand même pas mal aussi. Et la perspective de disputer une coupe européenne a dopé le moral des supporters. Ça met un peu de baume au cœur finalement, donc vive la prochaine saison, ça nous donnera du courage pour remonter immédiatement. Ça va aider aussi les supporters et aussi les joueurs. Et l'année prochaine, on va monter en D1. Ouais, en D1 ouais. En attendant, c'est à l'hôtel de ville que l'équipe victorieuse a célébré très officiellement sa toute nouvelle gloire.
En Formule 1, dans le Grand Prix de Monaco, Michael Schumacher s'est imposé en remportant pour la 5e fois de sa carrière cette épreuve. Superbe doublé pour Ferrari, avec la 2e place pour Barrichello. Le pilote français Jean Alesi de l'écurie Prost a marqué son premier point au classement du championnat du monde. En revanche, journée noire pour McLaren, victime de malheurs en cascade. Verra-t-on une nouvelle Française triompher cette année à Roland-Garros, comme Marie Pierce l'an dernier? Tous les regards se tournent vers Amélie Mauresmo, en pleine forme, et qui sera dès demain sur le court. Lindsay Davenport, une des favorites, vient de déclarer forfait. Christelle Bertrand, André Germain. C'est sa nouvelle mascotte, son nouveau porte-bonheur. À la veille de Roland-Garros, Amélie Mauresmo n'a jamais été si confiante, si sereine. Quoi de plus normal d'ailleurs quand on regarde ses résultats. Une année commencée en fanfare, à Paris. Non seulement elle gagne l'Open Gaz de France, mais surtout, Amélie gère le track toujours plus important devant son public. Et puis les victoires s'enchaînent. Après Paris, c'est Nice, Amelia Island et Berlin. Des titres et des matchs lourds de conséquences. Elle est une des rares à battre 2 fois de suite Martina Hingis, la numéro 1 mondiale. En 6 mois, Mauresmo passe du statut de prétendante à celui de favorite. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte d'y être parce que tout le monde m'en parle, donc j'ai hâte de rentrer sur le terrain et de pouvoir vraiment libérer tout ce que j'ai. Roland-Garros, elle l'a déjà gagné, en 96, chez les juniors. Cette année-là, elle devient même championne du monde. À l'époque, Amélie a 16 ans et demi et elle sait déjà où elle veut en venir. Ouais, je suis 7e ciel, c'est génial de gagner un titre du Grand Chelem. J'espère que c'est pas le dernier. 5 ans plus tard, elle est 5e mondiale. Tout l'hiver, Jean-Claude Perrin a pris sa condition physique en main. Oh là, bien relax, bien se détendre. Augmenter sa concentration là. Rigueur, discipline, ça rigole pas. Sur le sprint, la balle haute, hop. Bien, vite, allez. Parfait, c'est bon les filles, c'est bien. Sur le court, c'est désormais Alexia Dechaume, son entraîneur. L'ex-joueuse connaît Amélie depuis longtemps. Leur complicité va bien au-delà des conseils techniques, surtout pour Roland-Garros. L'entraîneur, je considère qu'il doit vraiment tout prendre sur lui et pour justement qu'Amélie ne ressente pas tout. Quelque part, je suis un petit peu la poubelle pour tout recevoir et qu'elle se sente dans les meilleures conditions possibles. Qu'elle ait l'impression que Roland-Garros soit un tournoi comme un autre. Détendue, sûre d'elle et bien préparée, à 21 ans, Mauresmo a tout pour réussir. À Roland-Garros, cette Amélie-là pourrait bien avoir aussi un fabuleux destin. Bien sûr, France Télévisions vous permettra de suivre les matchs des internationaux de tennis de Roland-Garros. Rendez-vous sur France 3 et France 2. France 2, c'est notamment tous les après-midi. On ne présente plus le Puy du Fou en Vendée et son spectacle grandiose. Comme il faut bien renouveler le genre, cette année, les organisateurs ont fait appel à des personnages historiques un peu lointains, mais si célèbres. Place donc à Bénur, Spartacus et autres combattants du cirque antique. Reportage Dominique Barouche, Guillaume Michel. Gaulois du 3e millénaire, tremblez pour vos ancêtres. Ceux qui vont mourir te saluent. Gloire à Jupiter. Le général romain Marcellus veut abattre la rébellion des traîtres à Rome. Leur peine, les jeux du stade. L'issue, la mort. Pour la course de chars, on refait Bénur. Les 6000 spectateurs nagent en plein péplum. Certains sont même invités dans l'arène. Je vous donne mon petit costume prisonnier pour participer à la parade. Avec les tigres, on peut courir vite. Si c'est que des lions, ça ira, mais ouais, j'ai un petit peu des chocottes, mais c'est tout. Nos figurants d'une heure vont rejoindre les 60 acteurs, la vingtaine de fauves de cette super production qui a nécessité 4 ans de préparation et coûté 35 millions de francs. Que l'on se rassure, contrairement aux apparences, figurants et comédiens ne seront dévorés que sur la bande-son. Le danger n'a rien de virtuel. L'arène est 20 fois plus grande qu'un cirque. Chaque mètre compte. Si vous avez 12 mètres de diamètre,
Dès que le lion se dirige vers l'autre, hop, vous avez 3 pas à faire, vous interposez. Si vous êtes à 30 mètres, c'est trop tard quand vous arrivez. Et ensuite, c'est une cascade d'ennuis. Tout est question de dressage. J'aurais pas aimé être à leur place il y a 2000 ans. Non. Personne n'avait encore osé reconstruire le Colisée et concurrencer Hollywood. Au Puy du Fou, Paris tenu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Tentative d'évasion et prise d'otage de 3 surveillants à la prison de Fresnes. L'un d'entre eux a été libéré. Un hélicoptère a lâché à l'intérieur de l'enceinte des armes et des gilets pare-balles. Les négociations sont toujours en cours entre les policiers et les 2 preneurs d'otages. Et puis, psychose en Israël, 2 nouveaux attentats, la voiture piégée à Jérusalem quelques heures avant l'arrivée de l'émissaire américain au Proche-Orient, qui a rencontré aujourd'hui successivement Yasser Arafat et Ariel Sharon. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet. À 20h50, le retour de la série Urgence. 0h20, le dernier journal présenté par Laurence Piquet. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Alain Richard, le ministre de la Défense. À 13h, le journal de Gérard Holtz. À 20h, celui de Claude Sérillon. Encore un mot pour vous dire que Béatrice Schoenberg était légèrement souffrante aujourd'hui, ce qui explique son absence toute provisoire. Vous la retrouverez bien sûr vendredi prochain. Excellente fin de soirée sur France 2 et merci de votre attention.